Western Union, Money Globe, RIA, les enseignes de transfert d'argent brassent des milliards d'euros chaque année. Un business en expansion constante, enquête sur une fuite d'argent vers le continent africain. Mardi, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé le lancement d'un nouveau plan anti-drogue. Parmi la batterie de mesures, l'expérimentation d'une plateforme d'appel pour signaler les points de vente aux plus grandes dames des habitants. Juan Guaidó, l'opposant au président Maduro, a été confirmé comme président du pays et de l'Assemblée nationale par cette même assemblée. La confusion générale demeure dans le pays sur fond d'ingérence étrangère et de catastrophes économiques. Madame, Monsieur, bonsoir. Chaque année, des centaines de milliards de dollars sont brassés dans le cadre des transferts d'argent. La France, comme l'Allemagne, constitue l'essentiel des départs de fonds vers l'Afrique. Un montant auquel s'ajoutent les transferts informels. Enquête sur cet argent qui sort des caisses de la France avec Géraud Dufayet. 550 milliards de dollars. Les transferts d'argent des pays riches vers des pays en voie de développement devraient atteindre un véritable record en 2019. Selon la Banque mondiale, ils auraient fait un saut de près de 10% en un an. En Europe, la France et l'Allemagne se partagent la première place des pays où l'on transfère le plus d'argent vers son pays d'origine. De quoi faire naître un vrai business. Western Union, MoneyGram, RIA, Money Globe. Les sociétés de transfert d'argent se multiplient. On les trouve partout, jusque dans les bureaux de tabac et les épiceries de quartier. Le système est simple. La personne vient au guichet d'une de ces enseignes avec un montant en liquide ou une carte bancaire. Elle paye la somme de son choix en échange d'un code pour le destinataire à l'étranger. Ce dernier n'aura plus qu'à récupérer l'argent dans le bureau le plus proche de son lieu de résidence. Pour ma part, personnellement, c'est plus pour envoyer l'argent à l'étranger, dans mon pays d'origine. Et c'est plus simple comme ça pour nous que de passer par un virement bancaire qui met beaucoup plus de temps. Et surtout que quand il y a des urgences dans mon pays d'origine, dans la famille, s'il y a une urgence, on ne va pas attendre une semaine pour qu'un transfert bancaire soit fait. Et souvent également, la plupart des gens qui sont dans nos pays, comme le mien, n'ont pas de compte bancaire. C'est la rapidité parce que j'ai quelqu'un qui est malade, qui m'a envoyé un mot me demandant de lui faire parvenir très rapidement de quoi aller voir pour payer son médecin. Ce que je viens de faire et je sais que ça va arriver dans très peu de temps. Il me suffit simplement de transmettre le code, c'est réglé. Donc voilà, c'est la rapidité de l'affaire, quoi. C'est pour la famille en général, à peu près 200 euros. Pour des cousins, neveux, pour payer leur scolarité, pour payer un peu des sacs de riz pour qu'ils arrivent à manger. 60% de ces transferts se font vers le Maroc, l'Algérie, le Portugal et la Tunisie. Mais selon le ministère de l'économie, ces pays sont rattrapés par les pays d'Afrique subsaharienne, dont les transferts sont en constante augmentation ces dernières années. Pourtant, les frais sur les transferts sont bien plus élevés que dans le reste du monde. Sans surprise, les migrants utilisent fréquemment ces modes d'envoi. Leur mandat constitue d'ailleurs une source importante de financement des économies des pays en voie de développement. En général, il y a beaucoup de nationalités qui sont là. Il y a le Malien, il y a le Sénégalais, il y a les Sud-Américains qui sont là. À peu près chacun va dans son pays d'origine. Moi, j'utilise Western Union pour pouvoir me mener de l'argent à mes parents qui sont en Afrique. Moi, je suis au Cameroun, personnellement au Cameroun. Dans la mesure où il y a une population assez importante d'immigrés en France, oui, c'est un pays où je crois que le marché du transfert d'argent peut être propice. Tous les immigrés qui sont en France, c'est des personnes qui ont laissé une famille en Afrique. Et donc il faut travailler d'abord pour pouvoir envoyer de l'argent. Donc c'est des jeunes, pas étudiants généralement, c'est des personnes en situation active. Donc en revanche, on ne voit pas aujourd'hui l'impact structurel que cet argent donne à ces pays de destination. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En effet, à ces chiffres colossaux doivent s'ajouter les transferts informels. Selon Bercy, ils surpassent largement la filière légale. On peut y avoir recours dans des lieux insoupçonnables. Il se cache par exemple derrière ce magasin de couture ou cette boutique de vêtements selon nos sources qui travaillent dans le secteur. Ainsi, le montant réel des transferts d'argent reste inconnu. Mais une chose est certaine, il est largement supérieur aux chiffres officiels. Au-delà des filières informelles, l'impact de ces transferts de fonds est également insidieux. La France voit ainsi s'évaporer une partie de l'argent qui pourrait être réinjecté dans son économie réelle. Parfois même, ce sont une partie des aides sociales perçues qui s'envolent pour le bout du monde. De quoi remettre en question le mythe de la croissance grâce à l'immigration.
55 mesures pour lutter contre le trafic de drogue. Mardi, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, était à Marseille pour annoncer la création d'un nouvel office anti-stupéfiants, une nouvelle structure qui s'appuie notamment sur une plateforme téléphonique pour signaler les points de vente. Thibaut Bastide. Le gouvernement en opération communication à Marseille, alors qu'Emmanuel Macron a promis de faire de la sécurité l'une des priorités de l'acte 2 de son quinquennat. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, accompagné du secrétaire d'État Laurent Nunez, du ministre de la Justice Nicole Belloubet et celui des Comptes publics Gérald Darmanin, se sont rendus mardi dans la cité phocéenne pour présenter un nouveau plan antidrogue baptisé OFAST. La première évolution portée par ce plan, c'est la création d'un office anti-stupéfiants, l'OFAST. L'OFAST sera le chef de file unique de la lutte contre les trafics de drogue, sur le modèle de la DGSI pour la lutte antiterroriste. Il remplacera l'OCTRIS. Il sera doté de 150 enquêteurs. Il mènera des investigations sous l'autorité des magistrats et coordonnera l'action de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les stupéfiants, au niveau national comme au niveau local. Une annonce en grande pompe de la part du pensionnaire de la place Beauvau, alors que le trafic de drogue ne s'est jamais aussi bien porté en France. 30 tonnes de cannabis seraient consommées chaque mois dans le pays. Et selon la direction centrale de la police judiciaire, le chiffre d'affaires du trafic de drogue pèse au bas mot 3,5 milliards d'euros pour un coût sanitaire estimé à 8 milliards. Des sommes d'argent colossales auxquelles il faut également ajouter les nombreux règlements de compte, 45 déjà cette année. Ainsi, l'exécutif fait mine de muscler son jeu pour faire face à des trafiquants qui utilisent des méthodes plus violentes, plus perfectionnées, moins traçables, inspirées de celles du grand banditisme ou du terrorisme. Une batterie de 55 mesures a également été présentée pour frapper fort selon les dires de Christophe Castaner. Parmi celles-ci figure une plateforme d'appel anonyme permettant de signaler les points de vente. Dans les faits, le gouvernement compte sur les habitants des quartiers en proie au trafic de drogue pour dénoncer les dealers qui campent en bas des immeubles. Une forme de délation de dealers qui, en plus d'être contestable, pourrait s'avérer improductive, voire extrêmement néfaste. En effet, les habitants de ces zones de non-droit, premières victimes du trafic de drogue, ne devraient pas prendre le risque de signaler les points de vente par crainte de représailles, d'autant que les signalements ne donneront pas lieu à d'intervention immédiate. En effet, l'office anti-stupéfiants ouvrira une enquête pour regrouper les filières, ce qui laissera la liberté aux dealers de s'en prendre aux éventuelles balances et surtout de se déplacer. D'ailleurs, de telles représailles sont devenues monnaie courante. À Lyon, un couple de retraités soupçonnés d'avoir dénoncé des dealers a été pris pour cible par les jeunes trafiquants, les obligeant à déménager. Pire, en annonçant publiquement une telle plateforme téléphonique, le ministre de l'Intérieur a ajouté de l'huile sur le feu. Face au risque de délation, les trafiquants de drogue vont redoubler de vigilance et faire pression sur l'ensemble des habitants des quartiers pour éviter tout risque de signalement. Ainsi, la peur ne sera qu'amplifiée et les menaces devraient se multiplier. Au-delà de cette mesure à risque pour des habitants déjà terrorisés, le plan antidrogue du gouvernement ressemble, comme le discours migratoire d'Emmanuel Macron, à un grand pêle-mêle d'effets d'annonce pour rassurer, alors que les ministres et les préfets se succèdent depuis 20 ans à Marseille pour mettre fin au trafic de stupéfiants, jusque-là sans succès. Plus généralement, l'aspect superficiel des mesures semble tout à fait évident. Et pour cause, si le gouvernement entendait s'en prendre frontalement au trafic de drogue, il ne manquerait pas de créer des épisodes épars de guerre civile dans de nombreux territoires. Une situation qu'En Marche gardera bien de provoquer, surtout à quelques mois des élections municipales. Coup de force parlementaire au Venezuela. Les députés du pays ont apporté leur soutien à l'opposant Juan Guaidó comme président du pays et président de l'Assemblée nationale. Une nouvelle étape dans la crise qui traverse le pays, qui participe de la confusion qui entoure les institutions à Caracas depuis 8 mois. Le point avec Olivier Frère-Jacques. Le Parlement vénézuélien apporte son soutien total à l'opposant Juan Guaidó. Dans un contexte de confusion extrême dans le pays, la Chambre unique a affirmé mardi son appui politique illimité à la gouvernance de Juan Guaidó comme président de l'Assemblée nationale et comme président en exercice jusqu'à la fin de l'usurpation. Une usurpation qui résulte pourtant du vote de janvier 2019 qui confirma Maduro, successeur du très charismatique Hugo Chavez, à la tête de l'État. Un maintien du candidat socialiste qui n'a guère plu aux voisins états-uniens et ses alliés. Depuis, de multiples pressions économiques notamment et une grande bataille de communication en cours dans un climat de déchéance économique grave.
Et comme souvent, tous les moyens sont bons pour abattre l'ennemi de Washington. Le Parlement, majoritairement libéral, n'a ainsi pas hésité à concentrer les pouvoirs dans les mains d'un seul homme, Juan Guaidó. L'accord obtenu par les oppositions parlementaires prévoit cependant un changement de président à la tête de l'Assemblée sous un an. Une présidence tournante qui devrait revenir le 5 janvier prochain aux tendances minoritaires de l'opposition, qui sont à la fois composées des plus farouches opposants à Maduro et de groupes plus modérés qui ont obtenu le retour des députés chavistes au Parlement. Ces derniers ont quitté l'Assemblée en 2016 quand le Tribunal suprême de justice, la plus haute institution judiciaire du pays, a déclaré toutes les décisions du Parlement comme nulles. Les parlementaires chavistes ont en effet quitté le Parlement pour une assemblée constituante élue en 2017 et largement composée de fidèles au socialisme patriote d'Hugo Chavez. Les pourparlers entre ces deux camps irréconciliables ont échoué cet été à Oslo, en Norvège, puis à la Barbade, les socialistes ayant suspendu les négociations en réaction aux sanctions états-uniennes. La confusion est donc à son comble au Venezuela, où les chavistes tentent de conserver le pouvoir face à un camp libéral progressiste largement soutenu par Washington. Un conflit extrêmement complexe qui oppose les socialistes patriotes héritiers d'Hugo Chavez, qui n'ont pas su pérenniser l'économie nationale en profitant trop de la manne pétrolière, c'est le fameux syndrome hollandais, aux tenants d'une forme de libéralisme progressiste du camp Guaidó. Le camp Guaidó, qui n'est pas uniforme, est marqué par l'influence étrangère et a de quoi inquiéter dans le pays. En effet, l'homme de Washington a récemment été pris en photo avec des narcotrafiquants colombiens. L'avènement de Guaidó à la tête du pays pourrait aussi correspondre à l'éradication totale des programmes sociaux chavésiens et surtout à la fin de la souveraineté économique du pays qui aura tôt fait de brader ses ressources naturelles à quelques grands groupes nord-américains par exemple. Quoi qu'il arrive, dans les semaines et les mois qui viennent, l'avenir du Venezuela s'annonce maussade et une embellie économique et sociale est impossible à court, voire à moyen terme. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Florian Janin. Israël se cherche une coalition. Comme nous l'évoquions dans notre édition de mardi, les élections législatives de l'État hébreu n'ont pas dégagé de large majorité. Le Premier ministre sortant, le très controversé Benyamin Netanyahou, n'est ainsi pas assuré de conserver le pouvoir après 10 ans de règne. Son adversaire principal, réputé un peu moins extrême, Benny Gantz, a appelé à un gouvernement d'union nationale quand Bibi parle de son côté d'un gouvernement sioniste fort. Les formations de ces deux personnalités obtiennent chacune 35 sièges et même en additionnant les sièges de leurs potentiels alliés dont les votes se sont éparpillés, ils ne parviendront pas à atteindre la majorité de 61 sièges. La solution la plus probable semble à présent le recours à un gouvernement d'union nationale qui exclurait de facto Netanyahou, et c'est au président Reuven Rivlin que reviendrait le choix de la personne idoine pour former une coalition. Après le film Le 15h17 pour Paris de Clint Eastwood, place à présent à une reconstitution en conditions réelles de l'attentat du Thalys du 21 août 2015. Ayoub El-Kazani a été spécialement extrait de prison sous très haute sécurité pour rejouer la scène. Il s'agit de faire entrer l'accusé dans un hangar secret dans lequel se trouve une rame de Thalys, comme celle dans laquelle le drame a eu lieu. Le terroriste marocain armé d'une Kalachnikov avait ouvert le feu dans un Thalys Amsterdam-Paris. Il avait blessé 2 passagers avant d'être maîtrisé par des militaires américains en vacances, évitant un potentiel carnage. Ces derniers ne participeront pas à la reconstitution qui constitue l'un des derniers actes avant le renvoi de ce dossier devant la cour d'assises. Les États-Unis estiment qu'Edward Snowden s'est injustement enrichi à leurs dépens. À l'occasion de la sortie de son livre, le gouvernement américain lui réclame les recettes de son autobiographie. Après son inculpation pour vol de secret d'État et espionnage, le lanceur d'alerte est cette fois mis en cause pour violation des clauses de confidentialité de ses contrats de travail. Il a réagi sur Twitter en déclarant qu'il était dur d'imaginer une meilleure attestation d'authenticité qu'une plainte du gouvernement américain. Les serres du domaine de Luc Besson sèment la pagaille. Le célèbre réalisateur de cinéma possède un domaine en Normandie dans l'Orne qui compte quelques 160 hectares sur lesquels vivent paisiblement de nombreux animaux sauvages, dont des cerfs
qui provoquerait des dégâts dans les champs alentours. La Fédération départementale des chasseurs de l'Orne l'accuse de laisser proliférer ces bêtes sans rien faire. Il réclame 117 451 € à Luc Besson, qui ne souhaite pas tuer ou faire tuer ses cerfs. Bien décidé à protéger les bois de sa propriété, ce dernier a refusé toutes leurs demandes. Une Américaine a traversé 4 fois la Manche à la nage sans s'arrêter 1 an après son cancer du sein. L'héroïne de ce mardi, Sarah Thomas, 37 ans, est arrivée dans la matinée après 2 allers-retours entre Cap Grisnez, en France près de Boulogne-sur-Mer, jusqu'à la plage de Douvres, dans le sud de l'Angleterre, soit 54 heures de nage en continu. Sous les applaudissements et les félicitations, elle explique être un peu assommée et engourdie. La nageuse raconte que ce projet l'a aidée à garder le cap durant sa maladie. C'était très important pour moi d'avoir un objectif et des rêves au-delà du cancer. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Alain de Peretti, président de l'association Vigilance Halal, évoque l'actualité judiciaire, notamment de son association. Alors, pourquoi le halal et pas le kasher? C'est une bonne question, mais ne vous inquiétez pas, j'ai une réponse. Il y a donc Éric Zemmour, notamment, pour ne pas le citer, qui dit au-delà d'une certaine quantité, le nombre est une qualité. C'est-à-dire que lorsqu'une chose devient, change de régime, de braquet, hein, ça devient, elle change de nature. Le halal, c'est quelque chose qui est devenu pratiquement la norme. Or, le kasher, c'est quelque chose qui est extrêmement réduit et en plus en perte de vitesse. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Tout de suite, retrouvez La France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. Quant à moi, c'est le moment de vous dire au revoir. Bonne soirée, bonsoir. Au début, j'en revenais pas. L'autre jour, je parlais avec Gustave, qui est toujours assez gilet jaune, et il m'a donné le nombre de communes en France qui font moins de 1000 habitants. Ben, figurez-vous que ce sont à peu près les 3/4. 27 000 sur 36 000. Et vous savez pourquoi il me disait ça? Parce qu'il avait un plan à leur soumettre pour les municipales. À qui? Mais aux Gilets jaunes. Il se flattait de connaître un cadre jaune, si j'ose dire, qu'il avait rencontré en juin lors de son déplacement à Paris, dont je vous parlerai un jour, et il me garantissait qu'il allait les convaincre de viser en priorité les communes de moins de 1000 habitants. Pourquoi et surtout comment? Pourquoi? C'est facile, c'est parce que selon lui, elle représente le point d'entrée idéal de l'esprit gilet jaune dans la vie sociale. Comme les bagouilles sont innombrables dans le petit tissu communal français en matière d'accès à l'emploi public, de marché public, de favoritisme, de permis de construire scandaleux, eh bien les candidats gilets jaunes pourraient les dénoncer de l'intérieur. Alors moi, sans réfléchir, je lui réponds, mais ça va être dur quand même de monter des listes, ils s'entendent déjà pas entre eux. Mais il m'a répondu, non, c'est là qu'est la chance pour eux. Pas besoin de liste. Dans une ville de moins de 10 000 habitants, de 1000 habitants, pardon, tu peux te présenter seul. Donc les gens peuvent voter pour toi sans que tu appartiennes à une liste, mais si tu fais plus de voix que le dernier de la liste, eh bien tu prends sa place au conseil municipal. Donc dans les communes de moins de 1000 habitants, largement les plus nombreuses en France, si les gilets jaunes se donnent pour but d'envoyer juste 1 ou 2 opposants comme ça aux magouilles ordinaires, juste pour participer et pour voir ce qui se passe au conseil de l'intérieur, eh bien, tu m'as compris, il y aura un vert jaune dans chaque fruit municipal et ça remontera en permanence vers la tribune nationale du mouvement. Du coup, tout ça va peser énormément sur la vie publique. Alors je lui demande, mais qu'est-ce qui te prouve qu'il y aura un candidat favorable aux Gilets jaunes dans chaque commune?
de moins de 1000. Et surtout, qu'est-ce qui te prouve qu'il sera assez populaire pour rentrer au conseil municipal? Alors, il me dit rien en effet ne me le prouve, rien en principe. Mais une chose tout de même extrêmement importante, c'est que tout le monde est en train de comprendre que les sectaires du parti au pouvoir, là, les celles et ceux, sont en train d'essayer d'infester la vie sociale dans tous les aspects, dans tous les recoins, et que donc il y a un devoir de résister, d'occuper le terrain à leur place, de déjouer leurs manœuvres qui passent par toutes les techniques de la manipulation moderne, des faux comptes sur Internet, le harcèlement des opposants, des pressions sur les médias, des signalements abusifs au CSA, des menaces de procès en diffamation, des arrestations préventives avant les manifestations. Quand tu vois les débats sur LCI, par exemple, tu es terrifié, me dit-il, par l'endoctrinement, le travestissement du réel, la dévotion au chef, le langage de plomb, tout ça, quoi. Présenter partout quelqu'un en disant « on met un pied dans la porte avant qu'elle ne se referme définitivement », dans ces conditions, c'est très important, ce sera perçu comme très important par la population. Imagine un conseil municipal de 11 personnes où tu as deux camps, comme souvent en ce moment, eh bien les progressistes donneurs de leçons d'un côté, les droitiers qui en ont marre des leçons de l'autre côté, eh bien un ou deux gilets jaunes entre les deux, et hop, c'est toute la décision qui bascule d'un côté ou de l'autre selon les préférences de la troisième force. Oui, mais lui dis-je, tu m'as pas dit en quoi tout ça les rendrait assez populaires pour être élus. Eh bien, me répond-il, parce que les Français adorent coincer les puissants. Les réseaux, les magouilleurs, là ils ont une belle occasion, l'une des dernières. Elle est à leur portée, ils vont évidemment pas la rater. On parie? Ben, parions avec lui. Je vous remercie, abonnez-vous. La délinquance est un fléau qui frappe depuis longtemps nos banlieues françaises, nous le savons, et prend en otage les pauvres habitants, enfermés dans des tours aussi laides qu'insalubres et dangereuses. On ne nommera pas les responsables de cette délinquance, mais vous imaginez bien que j'ai ma petite idée là-dessus. Mais chut, pas un mot, restons politically correct, please. Please en anglais ou please en français. En attendant, Monsieur Jean-Marc Tellier, maire communiste d'Avion, riante commune du Pas-de-Calais, a trouvé la solution. Elle se résume en une seule formule lapidaire: courage, fuyons. Puisque la vie dans la tour est devenue impossible, il suffit de déménager les malheureux locataires pour les reloger ailleurs, et donc d'abandonner le terrain aux voyous. C'est tellement simple qu'on se demande pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Puisque l'on parle des territoires perdus de la République, autant acter le fait qu'ils sont perdus pour de bon définitivement et passant à autre chose. Et revenons à notre maire communiste d'Avion. Que dit son fameux arrêté municipal ? En raison de la persistance des désordres qui durent maintenant depuis plus de 3 mois, il y a urgence à ce que des mesures soient prises en vue de garantir la sécurité publique ainsi que la sécurité des locataires. Voilà ce que stipule le fameux arrêté. Il faut organiser le plus vite possible l'évacuation des rescapés de l'incurie des politiques françaises de sécurité et d'immigration. Très franchement, nous nous réjouissons d'avance pour tous ceux qui, recasés, vont peut-être pouvoir enfin souffler un peu. Maintenant, s'il s'agit de reloger tous les habitants des quartiers nord de Marseille, de Vaux-en-Velin, de Garges-en-Gonesse ou des plus de 1000 autres territoires perdus de la République, cela risque d'être sportif. Enfin, de vous à moi, les yeux dans les yeux. Est-ce que ça ne serait pas plus simple de rétablir l'ordre et de permettre à tout ce beau monde de rester tranquillement chez soi ? Il faut bien l'avouer qu'au point où nous en sommes, ce n'est probablement pas ce qu'il y a de plus simple. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.